Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Franchement, en ce moment, je ne suis pas le seul. C'est le moins que l'on puisse dire avec ce qui se passe effectivement en ce moment à la frontière Biélorussie-Ukraine. Les pourparlers, les négociations ont commencé. On verra si elles donnent quelque chose. Nous voyons que l'Europe, effectivement, est en train, par la voix de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est en train d'armer l'Ukraine et de se mobiliser. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On va essayer de mettre tout ça en perspective et peut-être de raison garder, alors que la déraison est en train un peu d'envahir, mais c'est l'habitude quand il y a guerre, un certain nombre, que ce soit de médias ou que ce soit d'opinions dites publiques. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Vous l'avez reconnu, c'est Madonna. Alors Madonna, eh bien, elle a repris en vidéo ce sorry, et un internaute a fait un clip évidemment sur et contre Poutine, avec évidemment, comme a fait le Time, d'ailleurs le hebdomadaire américain Time, il y a le retour de l'histoire avec le portrait de Poutine, la photographie de Poutine, avec évidemment ajouté comme ça en noir et blanc une moustache, et laquelle, évidemment, je n'ai pas besoin de vous le vérifier, la petite moustache. Voilà, Madonna, même chose, etc. Voilà. Donc, pour une certaine partie de l'opinion occidentale, Poutine, c'est Hitler. Ça va tellement facilement. Voilà, on met une étiquette et on a réglé le problème. Sauf qu'évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Yves Bozzoni-Borgo, bonjour. Vous êtes ancien sénateur et ancien vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Vous l'avez été, en tout cas, de 2004 à 2017. Effectivement, vous vous êtes occupé de ce qui se passait et, justement, rappelons aux auditeurs et rappelons à tous que ça n'a pas commencé il y a 4 jours. Ça a commencé il y a bien longtemps et je voudrais qu'on en parle et nous recevrons aussi, après avec vous, Slobodan Despot, journaliste, écrivain et créateur du site Antipresse. Alors, Yves Bozzoni-Borgo, au fond, si on remet un tout petit peu dans le contexte, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et surtout, parce que vous avez tweeté, je me permets de le dire, par rapport à l'Union européenne qui débloque 450 millions d'euros pour fournir des armes, je dis bien des armes, à l'Ukraine. Alors, Ursula von der Leyen et Borrell sont venus en parler, et vous avez tweeté, c'est un acte de guerre, la Commission européenne n'a pas cette compétence qui appartient aux parlements nationaux. La Commission européenne vient de faire un coup d'État institutionnel. C'est vraiment ça ? Oui, d'abord je voulais dire qu'on est tous solidaires avec le gouvernement, avec l'émotion qui nous a saisis, parce que c'est vrai que ce qui se passe, cette agression de la Russie en Ukraine, est quand même quelque chose de terrible. Mais en même temps, derrière tout ça, il faut comprendre. D'abord, pourquoi cela ? Et pourquoi cela ? Et là, puisque vous me posez une question directement, pourquoi j'ai fait ce tweet ? Parce que c'est vrai que je me dis, mais quels sont les accords de défense que l'Union européenne ou que la France a avec l'Ukraine? Aucun. Il n'y a aucun accord de défense. Enfin, autant à ma connaissance, enfin, moi que quelqu'un me dise le contraire. Il y a un accord économique entre l'Union européenne et l'Ukraine qui date de quelques années, mais à ma connaissance, il n'y a aucun accord. Deuxièmement, la Commission européenne n'a aucune compétence sur les problèmes de défense. Aucune. Et quand je découvre, si vous voulez, que Madame Ursula von der Leyen, si vous voulez, décide d'acheter des armes, c'est quand même un processus d'acte de guerre, c'est-à-dire un processus de rentrer en guerre avec la Russie. Je me dis, mais enfin, attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même aux parlements nationaux. Nous, si on lance la guerre, il y a le Parlement français qui doit se réunir et doit décider de lancer la guerre.
Et j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il y a un dérapage complet au niveau des institutions européennes, et que, alors j'appelais ça un petit peu comme Mitterrand avait appelé ça le coup d'État permanent. J'ai trouvé ce mot en disant, mais c'est un coup d'État institutionnel. Ce n'est pas du tout de la compétence de la Commission européenne. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est depuis un certain temps, nous avons avec cette commission, que je considère peut-être la plus mauvaise que nous ayons eue depuis le début, nous avons souvent ces dérapages institutionnels. Deuxième chose, c'est pareil. Moi, je trouve que dans cette affaire, l'Europe aurait pu être, notamment la France. La France, pourquoi la France? Parce que la France est quand même un membre permanent du Conseil de sécurité. La France est la seule puissance nucléaire actuellement européenne, puisque les Anglais nous ont quittés. Et la France aurait pu avoir un rôle de stabilisation. Ouais. Et moi, je trouve qu'on est rentré dans cette affaire de sanctions dans une déstabilisation où nous avons accentué le phénomène de tension avec la Russie et l'Ukraine. On a bien vu l'affaire des sanctions. Lorsqu'il y a eu l'affaire du Crimée, l'Union européenne, la France, c'est surtout sous la pression des Américains, nous avons mis des sanctions. Ces sanctions, moi-même, je me souviens, au Sénat, j'avais fait voter une résolution contre, non pas contre les sanctions, mais pour la diminution de ces sanctions. J'avais quand même obtenu en séance 303 sénateurs qui avaient voté pour ma résolution contre 16. Ce qui veut dire que Pourquoi ? Parce qu'on s'était rendu compte que les sanctions qu'on appliquait à la Russie, c'était des sanctions qui nous coûtaient très cher à l'Europe. Et notamment qui ont coûté très cher à la France, notamment au monde agricole français. Parce qu'à l'époque, si vous voulez... L'histoire du Mistral. D'abord l'histoire du Mistral, mais ça c'était... Je vous expliquerai parce qu'il se trouvait que j'étais avec... je reviendrai dessus, sur le Mistral. Mais sur l'affaire des sanctions, simplement, quand il y a eu les sanctions européennes, les Russes, notamment Poutine, a dit, mais très bien, on met des sanctions sur les problèmes agricoles, sur les livraisons agricoles. Ça a coûté très cher à l'agriculture française. Très cher. Et ça a été des conséquences terribles. Et on s'est rendu compte, quand j'ai présenté, moi je me souviens, cette résolution, à quel point ces sanctions pénalisaient beaucoup plus les pays européens, et notamment les pays français, que les pays russes. Et là, on voit très bien... Et ça risque d'être le cas aujourd'hui. Mais ça va être bien sûr le cas aujourd'hui, en plus. Ça va être encore le cas. C'est pour ça qu'on ne comprend pas cette excitation, si vous voulez, de l'Union européenne, relayée par la France. Et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je considère que le président Macron a dans les mains vraiment des atouts importants. Il est, comme je vous dis, directement le président de l'Europe. Enfin, c'est peut-être un peu formel quand tu dis des choses, mais en fait, c'est quand même important. Il peut parler au nom de l'Europe. Deuxièmement, il est quand même, je le rappelle, la France est membre de l'ONU. En fait, elle fait partie des Conseil de sécurité. Elle a un pouvoir énorme. Et troisièmement, si vous voulez, on est une puissance nucléaire. Elle est aussi membre de l'OTAN, je rappelle. On est aussi membre de l'OTAN. Troisièmement, si vous voulez, ces sanctions, il faudrait quand même qu'on commence à respecter le droit international. On est toujours un petit peu les cavaliers, les petits télégraphistes des Américains. Alors les Américains, on sait très bien que depuis 1945, le droit international, ils l'ont pas souvent respecté. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Mais les sanctions, c'est à l'ONU de mettre des sanctions. C'est pas à l'Union européenne, c'est pas aux Américains, c'est pas à la France. Moi, autant que je me souviens de mon droit, au moins que le droit ait changé, c'est à l'ONU de décider quelles sont les sanctions. Et c'est à l'ONU que doivent se passer les choses. Et je crois que dans cette affaire, il y a une sorte d'excitation un peu... C'est quoi, une fuite en avance? Je crois que c'est une excitation un peu émotive, si vous voulez, avec une vision très négative de gens qui ne connaissent pas ce qu'est la Russie, ce qu'est tout ce problème, qui ont caricaturé un petit peu ce problème. Il faut savoir quand même, moi je ne veux pas défendre l'agression russe. Juste un mot, avant de parler de ça, juste un mot. Vous avez vu que Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, a demandé l'adhésion immédiate de l'Ukraine à l'Union européenne, soutenue par Ursula von der Leyen, en disant ils sont des nôtres, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais tout ça, ce serait possible. Je me souviens, j'étais avec François Hollande, c'était en décembre 2014. J'étais avec lui au Kazakhstan, puis quand on devait repartir à Paris, et j'étais avec un autre collègue sénateur, il nous dit non, vous repartez pas à Paris, vous venez avec moi, on va voir le président Poutine à Moscou pour négocier les accords de Minsk. Je me souviens, il avait dit en plaisantant, et puis vous deux, Placé et Pozzo, si jamais on a besoin d'otages, vous servirez d'otages. Enfin, c'est l'humour de Hollande, je trouve que c'est toujours sympathique. Mais surtout, il faut bien savoir qu'à l'époque, venait d'être signé un accord économique entre l'Union européenne et la Russie, qui est un accord positif. Et par contre, et je me souviens encore François Hollande qui disait, mais ces imbéciles de l'Union européenne, pourquoi n'ont-ils pas aussi laissé l'Ukraine signer un accord avec la CEI
qui regroupe les pays d'une partie de l'ancienne Union soviétique, c'est la Russie et les autres. Moi, le fait que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, mais ça me choque pas du tout. Ça me choque pas du tout, au contraire. Mais le problème, c'est de garder aussi des relations avec l'autre monde. Et surtout, le problème, où c'est un problème, c'est quand on dit on rentre dans l'OTAN. Parce que là, il faut connaître l'histoire. Il faut savoir qu'en 89, Gorbatchev et le père Bush, qui est très amis, et père Bush dit à Gorbatchev, écoute, fais exploser cette Union soviétique et fais exploser le pacte de Varsovie. Et Gorbatchev dit oui. C'est lui d'ailleurs qui a fait assassiner Ceausescu. Il dit oui. Mais en contrepartie, il dit à Bush, l'OTAN reste dans ses limites. Et ça a même continué, puisqu'après, il y a eu la signature en 1994. Ne franchit pas certaines limites à l'Est et aux frontières de la Russie. Et ça a continué, puisqu'en même temps, en 1994, la Russie, avec l'OTAN, a signé l'accord pour la paix, dans lequel il était repris des choses. Sauf qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous ces pays de l'Est, à l'époque, qui ne pouvaient pas rentrer dans l'Union européenne, parce que c'était beaucoup plus compliqué, il fallait des critères. Ils sont demandés à rentrer dans l'OTAN. Et là, l'Amérique a accepté. C'était l'erreur que l'on fait. Mais en 2008, Poutine était très énervé par ça. En 2008, il y avait toujours ces accords, si vous voulez, OTAN-Russie. Et quand il y avait une réunion de l'OTAN, il y avait la Russie avec. Et à Budapest, en 2008, c'est Levitt, le collaborateur de Sarkozy, qui m'a raconté l'histoire. Il y a eu donc une réunion avec Merkel, Poutine et Bush. Et Poutine était très énervé. Il dit à Sarkozy, si tu acceptes ce que demande Bush, que l'Ukraine et la Géorgie rentrent dans l'OTAN, nous aurons la guerre. Et Sarkozy, en 2008, ça. Voilà, c'était en 2008. Et Sarkozy, d'après ce que me dit Levitt, a été très net. Il a dit pas question que l'Ukraine et la Géorgie rentrent dans l'OTAN. C'était quelque chose de très sensible pour eux, parce que c'est des anciens pays. N'oubliez pas que Staline était géorgien. N'oubliez pas que l'Ukraine, c'est le départ de la Russie. Kiev était le cœur. Bien sûr. Et puis, c'est problème de sécurité. Et pourquoi il y a eu l'affaire de Crimée? C'est parce que l'OTAN voulait installer une base en Crimée. C'est drôle parce que on a quand même oublié ce qui s'est passé avec l'affaire des missiles de Cuba, quand les Soviétiques avaient installé les missiles de Cuba. Kennedy réagit tout de suite. On va demander, Slobodan Despot, vous êtes là? Oui, bien sûr. Oui, bonjour Slobodan. Bonjour André. Alors justement, on parlait histoire avec Yves Bozzoli-Borgo et on parlait du présent. Alors à votre avis, ça s'inscrit dans quoi tout cela, Ça, encore une fois, qui va défendre l'invasion, etc. Mais qu'est-ce qui fait que Poutine a surréagi à ce point aujourd'hui? Alors, effectivement, la question, ce n'est pas de savoir si l'on approuve ou on désapprouve l'opération russe en Ukraine. Évidemment, on ne peut pas approuver un acte de guerre. Le problème aussi, je fais référence à votre première question, c'est dans quoi cela s'inscrit. Et le problème que nous avons ici en Europe de l'Ouest, c'est que nous vivons dans une espèce de présent permanent, dans l'amnésie totale des événements qui conduisent aux événements actuels. Et il y a en particulier en Occident cette tendance qui consiste à complètement fermer les yeux sur les causes des événements actuels lorsque ces causes sont le fait de l'Occident. Vous entendez aujourd'hui partout, sur toutes les chaînes de tout le monde occidental, dire que cette agression n'a pas eu son équivalent depuis 1945. Alors, moi, j'en compte deux, pas une, mais deux, qui ont eu lieu depuis 1945 et qui, dans leur ampleur à ce jour, étaient plus graves que ce qu'a fait la Russie, ce que fait la Russie lesquels pour vous en Ukraine. La première, c'était l'éradication de la population serbe de Krajina en 1995, qui a été accomplie par l'armée croate dans une opération de nettoyage ethnique intégral, c'est-à-dire que toute une population qui vivait séculairement sur ces terres en 1995, du 4 au 8 août, en 4 jours seulement, a été expulsée par l'armée croate avec des conseillers et un encadrement américain. Personne n'a répondu de cet acte de nettoyage ethnique. Au contraire, les médias occidentaux l'ont approuvé. Ensuite, dans la foulée des guerres civiles en Yougoslavie, lorsque la question s'est reportée sur le Kosovo, comme vous le savez, en 1999, l'OTAN, sans aval du Conseil de sécurité de l'ONU et sans consultation avec les parlements nationaux, donc sans déclaration de guerre, a bombardé la Serbie pendant 78 jours, en faisant quelque chose comme 40 000 sorties aériennes, en détruisant toutes les infrastructures, non pas militaires, mais civiles de la Serbie,
pour détacher le Kosovo de la Serbie. Lorsque, aujourd'hui, des analystes ou des politiques en Europe de l'Ouest, comme je l'ai entendu dire ça en Suisse dans des débats, hein, en Suisse, un élu, un conseiller national, donc un député, a soulevé la question en disant « Mais attendez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la répétition, mais en miroir, de ce qu'on a fait au Kosovo. Est-ce que la Suisse a approuvé ?» Immédiatement, on lui a coupé la parole. On dit non, c'est pas la question. Mais en fait, c'est la question. C'est-à-dire que si l'ordre international, le droit international sont complètement chamboulés aujourd'hui, c'est que, comme d'ailleurs Poutine l'a dit aux Occidentaux, le Kosovo vous revient à la figure. Et on ne peut pas nier l'histoire. On peut dire qu'on avait raison d'agir au Kosovo, mais on ne peut pas aujourd'hui partout claironner que rien n'a eu lieu depuis 1945. Ce qui s'est passé au Kosovo par l'ampleur militaire, dans un rapport militaire que les analystes d'ailleurs de l'époque ont évalué à 800 contre 1, donc tous les pays de l'OTAN contre un seul pays. Et pardon, Slobodan Despot, quand on dit qu'il ne s'est rien passé depuis 1945, là vous parlez de l'Europe, mais enfin quand on a vu les changements de régime, que ce soit l'Irak, la Libye, les interventions effectivement de l'OTAN et américaines un peu partout, elles étaient pas mal non plus. Enfin, c'est pas pour... je ne parle que de l'Europe. Oui, je comprends. Au Yémen actuellement, surtout. Au Yémen. Avec la France. Et les milliers de morts au Yémen, des enfants qui meurent de faim en famine. Enfin, c'est terrible. Non, c'est-à-dire qu'il y a deux poids et deux mesures. Qui fournit des armes. Oui, la France fournit les armes, justement. C'est là, on donne des leçons. Et puis au Yémen, si vous voulez, vous avez des enfants qui meurent de faim, il y a des milliers de morts. Et c'est nous qui soutenons cette guerre qui est terrible. On va se retrouver juste après cette petite pause avec Yves Pozzoli-Borgo et Slobodan Despot. On continue à parler de ce qui se passe aujourd'hui au cœur de l'Europe. Et vous pouvez déjà nous appeler au 0826 300 300 et rester avec nous car nous aurons aussi à 12h45 le témoignage d'un ancien policier. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Yves Pozzoli-Borgo, ancien sénateur et ancien vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, 2004 à 2017, et avec Slobodan Despot, écrivain et créateur du site antipresse.net. Yves Pozzoli-Borgo, pendant la pause, m'avait dit quand même par rapport à ce qui s'est passé en 2008, etc., vous avez dit quand même une chose, il y a 3 ans, je crois, vous avez vu Poutine, et Poutine vous a dit quelque chose d'assez précis. Oui, c'est-à-dire que lui, il n'avait pas... Si vous voulez, pourquoi il s'inquiétait de l'affaire du Donbass et autres? Tout simplement parce que, si vous voulez, depuis l'affaire de Crimée, c'est-à-dire depuis 8 ans, il y avait régulièrement notamment le bataillon Azov, des bombardements des Ukrainiens contre les Ukrainiens qui vivaient dans le Donbass. Les russophones. Les russophones. Ouais. Et ce qui fait qu'il y a eu 15 000 morts, je crois, mais qui sont 15 000 morts, si vous voulez. Alors, il faut imaginer. Et deuxièmement, il y avait une deuxième chose, c'est qu'il y a eu plus de 2 millions de ces russophones se sont partis se réfugier en Russie. 2 millions de réfugiés. 2 millions de réfugiés. Ouais. Alors, c'est comme si vous voulez, nous, en France, on vivait pendant 8 ans, et qu'en Provence-Côte d'Azur, qui va avoir son indépendance, si vous voulez, l'armée française, ou des milices de l'armée française pilonnaient cette région. Alors c'est vrai que moi j'étais très surpris lorsque Poutine est rentré, hein, j'ai même fait un tweet, j'ai des amis qui m'ont dit au moins comme ça on règle le problème. Bon, c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est vrai que quand on commence une guerre, on sait jamais quand on la termine, et on peut pas cautionner cela. Mais j'étais très surpris de voir des Ukrainiens qui disaient enfin au moins voilà, on va régler le problème. Mais les Ukrainiens de Kiev. Mais est-ce que ces Ukrainiens russophones sont aussi russophiles ? Je parle de ceux du Donbass. Ce sont des Ukrainiens, simplement. Ouais. Il faut bien comprendre que la langue commune ukrainienne, c'est la russe. Oui. Il faut bien comprendre que, si vous voulez, que tout le sud de la Russie, Odessa, toutes ces régions-là, ce sont des régions russes. C'est d'ailleurs là où il y a eu le massacre d'Odessa que personne n'a voulu regarder. C'était en fait aussi les bataillons Azov qui ont tué, qui ont fait brûler... Juste un moment, c'est qui les bataillons Azov? Ces bataillons Azov, c'est très souvent... Il ne faut pas oublier, moi je prends un exemple, il ne faut pas oublier qu'en Crimée, lorsqu'il y a eu la guerre, entre 41 et 45, vous avez une personne sur 2 en Crimée qui a été tuée par les nazis. Vous imaginez, une sur deux. Et par les nazis, mais pas par les nazis allemands, par les nazis ukrainiens. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu, pendant la guerre, il y a eu quand même le général Vlasov, qui était avec les Allemands. Qui était avec les Allemands. Alors évidemment, on peut comprendre les Ukrainiens, parce qu'ils supportaient le communisme, ils supportaient l'Union soviétique. Et moi, je comprends qu'ils réagissent. Et pour réagir, ils sont allés dans la logique des nazis. Ils en ont fait beaucoup.
si vous voulez. Et aujourd'hui, il y a des néo-nazis. Et alors, il reste beaucoup, et notamment, il y a tout un groupe, je ne sais plus comment s'appelle, le dirigeant d'ailleurs, Dimitri. Yevhen Karas et Dimitri, voilà, c'est ça, qui est utilisé d'ailleurs par la CIA, par les Américains, et qui est d'ailleurs, en octobre, la sous-secrétaire d'État de Blinken, enfin, qui est allé en Ukraine et a imposé ce néo-nazi, chef des bataillons Azov, comme le conseiller principal du chef d'état-major de l'armée. C'est incroyable, si vous voulez. Alors, et voilà. C'est très. Voilà. Juste un mot, je crois qu'on a, avant de redonner la parole à Slobodan Despot, je crois qu'on a un auditeur. Absolument, ce sujet des néo-nazis fait en tout cas réagir Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. Bonjour André, bonjour à vos invités. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'expliquent vos invités sur le bataillon Azov. Il faut savoir aussi quand même, il faut remonter à la révolution de Maïdan aussi. Il y a eu quand même un fait, c'est que... Maïdan, vous parlez de 2014 ? Oui. Les néo-nazis ont participé de concert dans la révolution de Maïdan de manière sanglante. Et il faut savoir que une personne qui est liée au département d'État américain, qui a ses entrées et qui s'appelle Soros, a financé cette révolution de Maïdan pour des intérêts qui le concernent. Mais chaque fois qu'il y a un coup d'État ou un truc foireux en Europe ou dans le reste du monde, on le retrouve. Même en Serbie, il a essayé de faire un coup d'État. Je suis d'accord aussi concernant le Kosovo. Le Kosovo, c'est le cœur de la création de la Serbie. Ouais. Ça, il faut pas l'oublier. Hein. Tout comme l'Ukraine, les bases de la Sainte Russie, c'est en Ukraine en partie. Voilà. Mais quand on entend von der Leyen annoncer plus de 400 millions d'euros, c'est une pyromane. Elle est en train de mettre le feu. Elle excite le diable vauvert qu'est Poutine. Poutine, ça fait 30 ans qu'il est humilié. Ça fait 30 ans qu'on lui a promis des choses, etc. Il a demandé des négociations avec l'OTAN. Et qu'est-ce qu'on lui dit ? Va te faire voir, comme on dit. C'est-à-dire, les Américains ne le respectent pas. L'OTAN ne le respecte pas. Les Européens, c'est les progressistes contre les traditionnalistes, contre les nationalistes, comme on dit. C'est-à-dire, on a une Europe progressiste qui veut absolument imposer ses standards de civilisation à la Russie. Et qu'est-ce que fait Poutine ? C'est le protecteur des chrétiens orthodoxes, des chrétiens catholiques. Il va en Syrie protéger les chrétiens. Il envoie Daesh se faire paître, même si Daesh se reconstitue. D'accord. Olivier, non, écoutez, votre propos, on l'entend. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce sont les mêmes en France qui veulent, et à juste titre, protéger les frontières et la nation ukrainienne, mais qui, les frontières françaises, ils sont beaucoup moins enthousiastes de temps en temps. Slobodan Despot, comment réagissez-vous à ce que vous venez d'entendre et ce que disait Pozzoli Borgo ? De nouveau, je parlais au début du présent permanent dans lequel nous vivons en Europe de l'Ouest. C'est encore un de ces symptômes, c'est-à-dire que lorsque une partie de la mémoire historique qui explique le présent est gênante, on l'efface. On vit non seulement dans un présent permanent, mais dans un présent survolté, et psychotique. On entretient des émotions collectives pour ne pas réfléchir à ce qui se passe. Si on réfléchissait à ce qui se passe, et comme nous le faisons ici, comme je le fais depuis que j'ai créé cette plateforme anti-presse pour étudier les affaires dans le monde telles que la presse ne les présente pas, ça fait 8 ans que cette guerre dure en Ukraine. Elle ne date pas de la semaine dernière. Ça fait 8 ans que l'État ukrainien, issu d'ailleurs du putsch de Maïdan, bombarde ces régions. Ça fait 7 ans qu'on a des accords qui ont été signés à Minsk, que l'Ukraine a signé avec sa minorité du Donbass, sécessionniste, sous le patronage, je vous le rappelle, vous le savez très bien, monsieur le sénateur, de la France, de l'Allemagne et de la Russie, qui était une voie internationalement garantie d'ailleurs vers la paix dans le Donbass, vers la paix dans ces régions sécessionnistes, qui prévoyait notamment que l'Ukraine, constitutionnellement, accorde une autonomie à ces régions. Ça fait 7 ans que la Russie est la seule partie garante à rappeler qu'il faut faire appliquer les accords de Minsk. Et les autres l'ont pas fait. L'Ukraine ne les a pas appliqués du tout. Zelensky a été élu en 19 en promettant de faire la paix en Ukraine. Il n'a pas fait un seul geste en direction des accords de Minsk. Les Français et les Allemands n'ont pas
n'ont pas insisté une seule fois pour que leurs protégés ukrainiens appliquent leur signature, honorent leur signature. Donc, si on efface tous ces événements, évidemment qu'il ne reste plus qu'un méchant sur le terrain. Mais si on met tout l'arrière-plan historique en perspective, on se demande ce que la Russie pouvait faire après 7 ans de rappel qu'il y a des accords signés qu'on ne respecte pas, et après avoir, je vous le rappelle aussi, c'est très important, demandé en décembre dernier, de manière assez énergique et sous la forme pratiquement d'un ultimatum aux Américains, de garantir la sécurité des frontières russes par un accord. Les Américains et l'OTAN ont envoyé promener une fois de plus la Russie. Il n'y a absolument aucun dialogue. Donc, alors, qu'est-ce qu'il reste à ce moment-là? Alors, est-ce qu'il restait justement ça? Parce que tout le monde pensait que Poutine allait réagir, bien sûr, mais on ne pensait pas qu'il allait réagir par une espèce d'invasion tous azimuts, un peu partout sur le territoire. Bon, et ça, c'est la guerre. Mais à votre avis, Yves Pozzoli-Borgo, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Je veux dire par là que, au fond, vous avez... Et Slobodan des Despotes aussi a tracé, effectivement, il faut toujours rappeler, et vous l'avez rappelé aussi, le contexte de tout cela, sinon on ne comprend rien, et sinon on cède à l'émotion, et ce n'est pas l'émotion qui dirige, malheureusement ou heureusement, les guerres et la politique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Est-ce que les négociations entreprises à la frontière biélorusse-Ukraine peuvent aboutir? Est-ce que c'était une question de démonstration de force, et qu'il ne pouvait pas faire autrement? Apparemment, il n'y a pas, on parlait de Kiev ce matin, on a eu des vidéos, il n'y a pas de bombardement en tout cas massif sur Kiev et ailleurs, mais est-ce qu'on va vers un changement de régime ou pas, sans faire de prédication? Mais comment vous voyez un possible dénouement de cette situation? D'abord, je voudrais rappeler qu'en ce qui concerne les accords de Minsk, Merkel et le président Macron sont profondément responsables. Parce que les comités se réunissaient, les fonctionnaires se réunissaient, les ambassadeurs se réunissaient, et il n'y a jamais eu vraiment, de la part de Merkel et du président Macron, une volonté, et tout ça parce qu'à cause des Américains. Les Américains n'avaient pas intérêt à ces accords de Minsk. Et je crois que là-dessus, l'Europe a un problème, c'est qu'elle n'est pas suffisamment indépendante de la politique internationale des Américains. Moi, pour l'avenir, je pense que là, l'Europe, d'abord, ne devrait pas s'exciter comme elle fait. Enfin, madame, la présidente de la Commission européenne, c'est pas acceptable ce qu'elle fait. Elle devrait au contraire... C'est inconstitutionnel. En plus, c'est inconstitutionnel. Enfin, moi, je vois pas très bien. Mais c'est complètement... Je crois au contraire que l'Europe aurait dû être dépasser l'émotion que nous avons tous. Ça nous a tous choqués, cette affaire. Mais elle aurait dû être au contraire un élément de stabilisation. Et là, moi, je crois que le président Macron, de suivre un peu comme il fait trop souvent les Américains ou trop souvent l'Europe, puisqu'il est le président de l'Europe, il devrait justement arrêter un peu cette course aux sanctions qui est ridicule, montrer, si vous voulez, qu'il est prêt à écouter les choses, et puis attendre de voir quelles sont les négociations qu'il va y avoir entre les Russes et puis les Ukrainiens en Biélorussie. Parce que je vois pas, en fait, tel que je connais, moi je suis beaucoup allé en Ukraine, en Russie, dans tous ces pays-là, si vous voulez, les gens vivent comme nous. Ils sont toujours humiliés parce qu'ils ont envie de connaître l'Europe. Rappelez-vous que moi je me souviens quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, sur les visas, eh bien, le pays qui ont donné le plus de visas, c'était la Russie, en 2004. 400 000 visas. C'était pas uniquement les oligarques. Ils avaient envie de voir autre chose. Et ils ne restaient pas en Europe, parce qu'ils étaient bien chez eux. Mais ils avaient envie de connaître. Et puis, ils sont amoureux de la France, ils sont amoureux de l'Europe. Ils aimeraient avoir des relations extraordinaires avec les Américains. Ils admirent les Américains. Il faut savoir que l'opinion publique en Russie a énormément évolué. Et si vous voulez, et si Poutine est obligé de faire ça, moi je ne veux pas l'excuser parce que c'est inexcusable, c'est que derrière, il y a quand même des accumulations de choses qui se disaient, il y a peut-être que cette solution pour régler le problème. Mais je suis persuadé, si vous voulez, et c'est là où l'Europe devrait comprendre. Et c'est là où l'Europe, plutôt que d'être le petit télégraphiste des Américains, devrait au contraire avoir une position beaucoup plus neutre, beaucoup plus positive, pour faire en sorte que ces négociations qui y a actuellement en Biélorussie se passent bien et qu'on puisse les accompagner. Une vraie position de médiateur. Slobodan des Despotes, et pour vous, sans faire encore une fois, on n'est pas là pour prédire l'avenir, mais est-ce que, juste un mot, est-ce que l'économie va beaucoup jouer? Est-ce que vous voyez comment cette histoire de sanctions un peu partout qui se durcit, c'est Poutine qui fait son grande annonce. Est-ce que c'est un jeu de billard à 3 bandes, le nucléaire, etc. Comment vous voyez cette situation, cette démonstration de force, dissuasion au vrai sens du terme, pour mieux dissuader?
Alors, je pense que, par exemple, la mise en alerte des forces nucléaires russes hier par Poutine, qui est un acte très théâtral, Oui. il a pour but, en fait, il s'adresse là où il veut s'adresser. Son but, ce n'est pas de discuter avec l'Ukraine, ni même avec l'Union européenne. Il voit très bien que l'Union européenne fonctionne, comme l'a dit M. Pozzoli-Borgo, comme un petit télégraphiste de quelqu'un d'autre. Son message est directement adressé à l'administration américaine avec l'alerte nucléaire. Et avec ce qu'il fait maintenant. Vous aurez peut-être remarqué, et c'est très très significatif, que les pays européens se sont empressés d'interdire leur espace aérien à la Russie, Oui. s'attirant des mesures réciproques qui sont beaucoup plus dures pour eux, Voilà. parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de survols de la Russie quotidiens des compagnies aériennes C'est vrai, ouais. européennes vers l'Asie qui doivent passer par on ne sait pas où, l'Antarctique. Tandis que les compagnies aériennes américaines survolent aujourd'hui la Russie, personne ne le dit. Il n'y a pas de sanctions américaines contre la Russie, de ce point de vue-là. Vous voulez dire que aujourd'hui, alors on parle sur le des spots, les avions russes survolent l'Amérique et les avions américains survolent la Russie. Aujourd'hui, les avions américains survolent la Russie. D'accord. Et les Européens, comme des imbéciles, se privent d'un espace aérien absolument stratégique pour eux, sans compter qu'ils se privent aussi d'un gaz, d'une énergie à bon marché, qui ne pourront pas compenser. D'ailleurs, la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu un article assez long dans la Tribune à ce sujet. Le cartel des producteurs de gaz mondiaux a averti l'Europe de l'Ouest qu'il n'y avait pas d'alternative au gaz russe. Ils ne peuvent pas se le procurer. Ah mais il y a le gaz de schiste américain, Slobodan, il y a le gaz de schiste américain. Eh ben, en tout cas, vous savez, pour que ça vienne et au prix où ça va venir, il va falloir peut-être qu'on passe 1 ou 2 saisons à se chauffer avec les meubles des palais européens, n'est-ce pas ? Donc, il faudrait vraiment réfléchir un tout petit peu à ce qu'on fait. Et manifestement, les Européens ne réfléchissent pas du tout. Ils agissent comme des poules décapitées dans une basse-cour. Je veux juste une différence, si vous permettez, sur l'affaire du côté théâtral, de mise en alerte des forces nucléaires russes. Il faut savoir que le rapport de force OTAN-Russie, c'est 10 pour l'OTAN et 1 pour la Russie. Et la Russie, sachant ça, a développé des missiles hypersoniques qui sont les plus compétitifs du monde. C'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer un missile n'importe où et avec des systèmes de brouillage, ça fait que personne ne peut les contrer. Et moi, je crois que le message qui a été donné n'est pas un message pour les Américains. Les Américains le savent, tout ça. C'est un message pour les Européens. Ils ont dit, vous qui jouez les petits coqs là, qui m'embêtez avec les sanctions, eh bien sachez que s'il y a une guerre nucléaire, vous serez les premiers touchés. Pourquoi ils disent ça ? Parce que les Américains ne viendront pas au secours de l'Europe. C'est comme le problème de Taïwan. Actuellement, les Taïwanais ont compris. Ils sont venus en 40-45. Oui, mais ils ne viendront plus. Ils ne vont pas se tuer. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Ils ont retiré toutes leurs troupes. C'est vrai. Ils sont venus en octobre pour dire au groupe néo-nazi, c'est vous qui allez gérer cette affaire. Ils ont envoyé leurs mercenaires. Il doit y avoir très peu de gens de la CIA maintenant. Vous croyez pas, et ça je crois, moi je peux me tromper, mais j'ai tendance à penser que ce message de Poutine, c'est de dire, mais les Américains, vous comptez sur eux ? Vous croyez qu'ils vont vous défendre ? Et c'est un petit peu ce qui se passe à Taïwan. Taïwan a compris maintenant que les Américains ne défendront pas contre la Chine. Enfin, c'est une nuance que j'apporte. Je ne suis pas sûr que j'ai raison. Non, bien sûr. Mais je donne un avis. L'avenir le dira. On se retrouve juste après une petite pause. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On espère vraiment qu'elles ne sont pas complètement cuites, sinon elles sont immangeables. Une dernière phrase juste, Yves Pozzoli-Borgo, avec votre expérience, avec ce que vous avez vu dans toute cette région et ailleurs. En fait, aujourd'hui, la France, elle devrait faire quoi en premier ? La France devait être quelqu'un qui est un pays qui calme les choses et qui soit à l'origine de toute la recomposition, ce que disait le président Sarkozy, de la recomposition de la sécurité, du système de sécurité en Europe, en incluant la Russie. Et donc il faut changer les vieilles conceptions sur lesquelles on vit depuis 1945. Ce n'est plus deux blocs. Maintenant, l'Europe est une grande Europe. Et je crois qu'il faut que le président Macron, s'il est toujours président, que celui qui va le succéder, prenne l'initiative de calmer les choses et d'engager une grande négociation, comme le disait Sarkozy, sur ce limite de sécurité au niveau européen. De l'Atlantique à l'Oural, peut-être qu'on va dire un certain général. Slobodan Despot, vous, en un mot, je rappelle que vous êtes le créateur d'Antipresse, un site excellent de réinformation, je dirais. Vous diriez quoi concernant aussi la France? Vous êtes en Suisse, mais ça n'empêche pas.
Vous savez, le français, c'est ma langue. Je suis écrivain français. Je suis de culture française. Enfin, je suis de culture française et orthodoxe à la fois, slave. Et ce qui me peine, et pas seulement qui me peine, mais qui me choque d'un point de vue rationnel et d'un point de vue philosophique et logique, c'est qu'on agit, mais du côté occidental, comme si la partie Est, si l'autre poumon de l'Europe n'existait pas. Ouais. On essaye de déclarer, de mettre au banc de la civilisation le pays qui vous a apporté le tableau des éléments, le pays qui vous transporte dans le cosmos, le pays qui a apporté à l'humanité des plus grands écrivains, des grands chorégraphes, des grands, un grand cinéma qui, par ailleurs, a quand même libéré l'Europe majoritairement, il faut bien le dire, du nazisme. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Qui a investi plus de, je sais pas, 26 millions de morts officiellement dans la lutte contre le nazisme. Les Américains, c'est 200 000, je crois. Non, mais ne faisons pas de comparaison, mais vous avez raison. Si les Ruskov n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie, pour paraphraser Michel Sardou. Mais on peut se demander à certains moments si nous n'y sommes pas quand même, n'est-ce pas, quand on voit comment on se comporte. Mais essayer d'effacer un pays aussi important de l'histoire et de la culture européenne, ça veut dire le remettre avec armes et bagages à l'Asie. Et c'est ce que la Russie est en train de faire. Elle a mis toute l'Europe dans un grand sac poubelle, elle l'a jeté, et elle est en train de réorienter son commerce et ses échanges vers la Chine, le bloc eurasiatique. C'est aussi, entre parenthèses, c'est le cauchemar de la géopolitique anglo-saxonne, n'est-ce pas ? C'est clair. En tout cas, non, on est bien d'accord avec ça. Espérons quand même que les choses ne sont pas faites et finies. Merci, messieurs. Elles ne le sont pas. Ça va changer très vite. Eh bien, on va voir cela. Merci Slobodan Despot et merci à vous, Yves Pozzoni-Borgo. Merci à vous. Et vous l'aurez remarqué, chaque jour, on essaye de prendre le contre-pied de l'orthodoxa. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour les perles d'André Berkoff.